Je me présente, Emmanuel Alpérine, je suis le commissaire général de la saison croisée France-Israël qui s'achève demain, je crois, oui, jusqu'au 30 novembre. Saison qui a été très réussie, aussi bien ici qu'en Israël, qu'en France. J'étais à Paris il y a 2 ou 3 jours. Le dernier événement de la saison en France, c'était un concert de la chanteuse israélienne Achinoam Nini, connue en France sous le nom de Noah. Et c'était un concert dans une nouvelle salle qui s'appelle la Scène Musicale, Scène S-E-I-N-E. C'est dans l'île Seguin en face de chez Renault. Très très belle salle, il y avait 1500 personnes, c'était un très très grand succès. Toute la saison a été un très grand succès avec une programmation très éclectique, avec de la musique, du théâtre, des arts plastiques, des échanges entre des savants, enfin beaucoup de choses. Et là, nous terminons finalement cette saison avec cet événement extraordinaire de l'arrivée, un peu tardive, de quelqu'un qui n'était pas particulièrement sioniste. Et il a fait son aliyah, là, hier. Il est arrivé à Tel Aviv, euh, mais en bronze. Il est arrivé à Tel Aviv en bronze. Et il est arrivé à Tel Aviv grâce, je crois, essentiellement à la jeune femme qui est à mes côtés, Yael Perle-Ruiz, qui est l'arrière-petite-fille du capitaine Dreyfus. Voilà, très bien. Une, oui, 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 oui. Ah oui, oui, il faut préciser, oui, le capitaine Dreyfus a eu plusieurs petites filles, arrière-petites-filles, qui sont dans la salle. Alors, je donne d'abord la parole à Yael, et je vais vous dire tout de suite que sans elle, ça ne se serait pas fait. Si elle n'avait pas consacré tant d'énergie et de temps, cela ne se serait pas fait, parce qu'il y a énormément d'obstacles administratifs, évidemment financiers également, pour réaliser ce genre d'opération. Alors d'abord, merci à Yael, et écoutons-la. Pour l'écouter, elle a besoin d'un micro. Voilà. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus, si nombreux. Voilà. Bien écoutez, nous avons pu assister hier à l'inauguration de la statue de notre arrière-grand-père Alfred Dreyfus, en compagnie des maires de Paris, Madame Anne Hidalgo, et de Tel Aviv, Monsieur Ron Huldei. Ce fut vraiment un symbole beau et fort pour les deux villes. Je voudrais juste rappeler que l'idée de cette statue revient à Monsieur Patrick Maisonnave et à Monsieur Olivier Rubinstein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Patrick Maisonnave était l'ancien ambassadeur de France et Olivier Rubinstein était son conseiller culturel. Et suite à l'exposition que j'avais initiée au musée de Beit Hatfutsot en mars 2014, ils avaient trouvé que ce serait une bonne idée de faire venir une réplique de la statue de Tim à Tel Aviv pour l'offrir à la ville de Tel Aviv. Voilà. Donc, comme ils ont achevé leur mission, j'ai pas voulu renoncer et j'ai tout fait pour que cette idée aboutisse. Et parce qu'il me semblait que c'était utile et important de marquer l'affaire Dreyfus de manière pérenne en Israël. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes de la jeune génération ne se souvenaient plus de l'affaire Dreyfus et de qui avait été Alfred Dreyfus. Voilà. Donc, il faut savoir que cette statue, cette réplique est la réplique d'une statue de Tim Louis Mittelberg, dont le fils est ici, Roland Mittelberg. Cette statue avait été commandée en 1986, à l'époque où Mitterrand est arrivé au pouvoir. Il a voulu qu'on recommence à faire des statues avec des valeurs symboliques, dont donc effectivement le capitaine Dreyfus faisait partie de cette demande. Et Tim a choisi de représenter Dreyfus. Voilà. Donc Tim était caricaturiste, et voilà pourquoi en fait j'ai tenu à associer à cette inauguration 7 tables rondes qui abordent le sujet du rôle joué par la caricature politique antisémite dans l'affaire Dreyfus, comme de nos jours. Donc tout le monde connaît le rôle central qu'elle a joué dans l'affaire Dreyfus, bien sûr, et malheureusement, tout le monde a pu se rendre compte également du fait que même de nos jours, une image n'exprime pas forcément le même message dans différentes sociétés culturelles. Et c'est ce qu'on a pu tristement constater avec le massacre de la rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Voilà.
Donc, j'ai donc voulu que nous en débattions aujourd'hui avec des spécialistes. Et donc, nous allons tout à l'heure aborder avec Philippe Val, essayiste et ancien rédacteur en chef de Charlie Hebdo, Michel Kichka, auteur de bandes dessinées et dessinateur de presse, Joël Kotek, politologue et historien, spécialiste de la caricature antisémite, la question des caricatures et de leur utilisation politique. Ensuite, Simon Epstein, historien spécialiste de l'antisémitisme, nous parlera du courage et de la dignité qui ont accompagné Alfred Dreyfus toute sa vie. Puis nous discuterons de l'influence qu'a pu avoir ou pas l'affaire Dreyfus sur Théodore Herzl et de l'impact du mouvement sioniste sur les Juifs de France. Philippe Auriol n'ayant pas pu venir parce qu'il va incessamment être un nouveau papa, il nous a enregistré une petite vidéo et il demande que nous l'excusions, mais il sera présent par vidéo si ça fonctionne, bien sûr. Martine Leblond-Zola, arrière-petite-fille d'Émile Zola, vice-présidente de l'association Musée Dreyfus-Maison Zola, ou le contraire, Maison Zola, Musée Dreyfus, nous racontera également comment l'écrivain percevait le sionisme en 1900, ce qui sera très intéressant. Voilà, donc ça c'est pour le moment et je ferai les remerciements après. Oui, il y aura des remerciements à la fin, ne vous inquiétez pas, beaucoup de remerciements. Alors, Yael vient de parler de Tim et nous avons le fils de Tim, Roland Mittelberg, qui est ici. Vous savez, vous connaissez tous Tim, grand caricaturiste, il a travaillé dans beaucoup de journaux. Il a commencé, je crois, par l'Humanité, mais c'était un grand résistant aussi. Son histoire, d'ailleurs, pourrait parfaitement faire le sujet d'un roman. Hein. C'est vraiment une vie. Un juif polonais qui arrive à Paris, qui fait les beaux-arts, et puis ensuite, en 1940, il s'engage dans l'armée française, il est fait prisonnier, il est en Allemagne, il s'enfuit, s'évade, il arrive en Russie, de Russie, il arrive, je ne sais pas comment, enfin, pas un truc très compliqué, il arrive jusqu'à Londres, il vient chez De Gaulle, et après la guerre, il devient un des grands caricaturistes français, et aussi sculpteur. Une de ses sculptures les plus connues, c'est celle de Daumier. Il y a une sculpture de Daumier, le père de la caricature, qui se trouve à l'Assemblée nationale à Paris. Et cette œuvre majeure que nous avons maintenant, dont nous avons la réplique à Tel Aviv. Alors avant de vous passer la parole, Roland, je voudrais demander à mon ami Claude Sidbon, qui est ici, pourquoi la statue, une question, hein, tu réponds rapidement, pourquoi la statue de Dreyfus est à Tel Aviv et pas à Jérusalem ? Oui, tu peux mettre là. C'est très simple. Pour la vérité historique, tout a été dit. Je me trouve dans le bureau de Jackie de Rogy à l'Express en 1980. Jacques de Rogy est un journaliste Il y a des gens jeunes ici qui n'ont pas connu. Un grand journaliste dont un des talents à avoir son livre français traduit en hébreu sur l'Exodus remarquable. Je referme la parenthèse. Donc je me trouve dans le bureau de Jackie de Rogy au moment où Tim rentre un peu triste, un peu parce qu'on allait faire passer la statue des Tuileries à la rue Laffut. Sur le boulevard Raspail. Sur le boulevard Raspail. N'oubliez pas qu'elle a eu une pérégrination. Au début, l'ambition était école militaire. Vous imaginez ce que ça veut dire. Bon, bref, elle est à la rue Laffut. Il était un peu triste. Et moi, très spontanément, je lui dis, Tim, te fais pas de soucis. J'étais un des conseillers du maire de Jérusalem, Teddy Kollek. Je lui dis, te fais pas de soucis, on va faire ça à Jérusalem. Mais j'ai dit ça tellement spontanément que je n'ai pas pensé à tout ce qui pouvait y arriver. En rentrant, je vais voir Teddy Kollek, qui me dit, Claude, c'est une excellente idée, mais à Jérusalem, on ne met pas de statue avec des représentations humaines à cause de l'islam et du judaïsme. Mon ami Théo Klein me dit, viens, on va au consulat de France. Et Bourg, qui était le président de la Knesset, me dit, viens, on va la mettre à l'Institut Herzl. Ça aurait dû être là, pour des raisons de haute philosophie technico-financière. Le projet était là, quand quelques années plus tard, mon ami Olivier Rubinstein me dit, tu sais, on va faire ça à Tel Aviv. Et je dis, eh bien, l'Aliyah de Jérusalem se fera à Tel Aviv, et voilà pourquoi la statue est à Tel Aviv. Voilà. Alors maintenant, Roland Mittelberg, le fils du sculpteur, va nous parler rapidement, je crois, n'est-ce pas, de son papa. Est-ce que c'est... Oui, ça va. Bonsoir à tous. Donc, je suis le fils de Louis Mittelberg, dit Tim, le sculpteur de la statue hommage au capitaine Dreyfus qui a été inaugurée hier soir à Tel Aviv. Très belle et très émouvante inauguration. Je vais essayer de vous parler rapidement de l'aventure qu'a représentée cette statue pour mon père, le caricaturiste Tim. Comme l'a rappelé
Yael, tout de suite, là, déjà, elle a dit les 3/4 des choses que j'avais prévu de dire. Donc, Alors, vous pouvez faire moins, c'est bien. vous pouvez raccourcir. donc ça va aller plus vite. En fait, c'est en 83 que Jack Lang, ministre de la Culture de François Mitterrand, lance une grande opération artistique à Paris. Il s'agit de confier à des artistes et des sculpteurs la réalisation de statues de personnalités marquantes de l'histoire de France, de l'histoire récente, et qui ne bénéficiaient pas encore de statut officiel. Et donc d'installer ces statues dans des rues et places de la capitale, si possible dans des lieux significatifs et appropriés. Dans cette liste, il y a Sartre, Camus, Picasso, Jean Moulin et le capitaine Dreyfus. Mon père Tim est alors dessinateur caricaturiste au magazine L'Express depuis près de 25 ans. Au début de 1983, une grande rétrospective lui est consacrée au musée des arts décoratifs rue de Rivoli à Paris. Jack Lang va voir l'exposition. Il apprécie notamment une série de caricatures sculptées de personnages politiques des années 70-80, des têtes en bronze de De Gaulle, Pompidou, Mao, Nixon, Brejnev. Ces caricatures sculptées plaisent à Jack Lang et qui décide de confier à mon père la sculpture d'un des personnages de la liste. Du coup, Tim choisit évidemment le capitaine Dreyfus. Pourquoi le capitaine Dreyfus ? Mon père Louis Mittelberg, dit Tim, était juif polonais, né à Kalushyn, près de Varsovie. Il avait passé son enfance et sa jeunesse à Varsovie avant de venir étudier à Paris l'architecture en 1938, juste avant la guerre. Il était passionné par l'affaire Dreyfus. Il en parlait très très souvent. Pour lui, Dreyfus représentait à la fois l'intégration réussie, la loyauté envers la France et la République française, et en même temps la lutte contre l'antisémitisme et l'injustice faite au peuple juif, faite aussi à sa famille, à ses parents qu'il adorait, disparus dans le ghetto de Varsovie. Mon père voulait être français, avait choisi d'être français, mais en même temps, il a toujours gardé dans sa vie, notamment dans ses dessins, le besoin de lutter contre l'injustice et l'antisémitisme. Pour cela, il se sentait très proche du capitaine Dreyfus. Et puis, comme cela a été rappelé plusieurs fois hier, l'affaire Dreyfus a été l'un des actes majeurs à l'origine du sionisme et de la création d'Israël. Donc pour mon père, tout y était. Intégration à la France, symbole de la lutte contre l'injustice et l'antisémitisme, et contribution majeure à l'État d'Israël. Tout était dit. Une fois la commande passée, mon père commence à dessiner, faire des esquisses, prendre des notes dans ses carnets, et arrive rapidement à la conclusion de ne pas faire juste un portrait plus ou moins ressemblant ou plus ou moins émouvant du capitaine Dreyfus, mais de faire une sculpture de l'affaire Dreyfus. Une caricature sculptée qui résumerait et synthétiserait toute l'injustice de l'affaire. Pour mon père, le plus important, c'est l'idée, le message porté par le dessin et la sculpture. Ce qu'il voulait exprimer, c'est cette opposition, cette confrontation entre la loyauté totale de Dreyfus pour la République et l'armée française et l'injustice et la brutalité de cette fausse accusation de trahison symbolisée par cette épée brisée. La sculpture représenterait donc l'attitude digne, loyale de Dreyfus, son visage impassible, sa posture droite, presque cambrée, qu'on voyait d'ailleurs très bien hier à l'inauguration, faisant le salut militaire de manière impeccable, sabre au clair, comme si de rien n'était, sauf qu'au bout, symbole de la dégradation et de l'injustice, l'épée est brisée. D'ailleurs, pour représenter cette attitude extrêmement digne de Dreyfus lors de sa dégradation, mon père s'est inspiré de la seule photo prise de l'événement où l'on voit effectivement le capitaine Dreyfus droit, cambré et immobile, pendant que l'officier qui le dégrade et brise son épée est flou parce qu'il bouge. La caricature permet, en exagérant certaines situations, en les poussant à l'extrême, en faisant des rapprochements ou des confrontations inattendues, de dénoncer l'absurdité ou l'injustice d'une affaire. J'aimerais juste, pour illustrer ce propos sur la caricature, vous donner quelques exemples d'autres caricatures réalisées par Tim. Par exemple, ce dessin sur l'exode rural, où un paysan quitte sa terre pour la ville, son baluchon sur le dos, mais dont les pieds, au lieu d'avancer vers la ville, s'enfoncent dans le sol et deviennent des racines, le retenant sentimentalement à sa terre. Ou le dessin de la mère vietnamienne pendant la guerre du Vietnam, tenant son enfant dans les bras, dont les yeux deviennent des bombardiers et les larmes des bombes qui tombent sur le Vietnam. Ou encore, après la guerre des 6 jours et la fameuse phrase du général de Gaulle sur le peuple juif, sûr de lui-même et dominateur. D'élite d'abord, quand même. Peuple d'élite, ah, oui, sûr pardon, de lui-même. N'oublions pas quand même oui. l'élément
Peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur. Ah. Mon père avait dessiné, du coup, un déporté, décharné derrière des barbelés, mais arborant une attitude dominatrice et sûre de lui-même, un pied fièrement posé sur les barbelés. L'opposition, l'antagonisme entre cette attitude et cette situation poussée à l'extrême témoignait avec force de l'injustice de ses propos. La caricature, en poussant les situations à l'extrême, en les exagérant, met le doigt où ça fait mal, où ça grince, mais ne tire pas de conclusion définitive et laisse à chacun, une fois l'injustice dénoncée, le soin de tirer lui-même ses conclusions. Roland ne nous a pas dit que cette caricature devait paraître dans l'Express. Elle n'a pas paru dans l'Express. Et l'Express l'a refusée. L'Express l'a refusée. Et c'est Le Monde qui l'a publiée. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, ça aurait été le contraire, mais enfin, peu importe. Le fait est, et c'est très intéressant qu'une caricature, finalement, qui n'est pas particulièrement... qui ne dénigre pas le général de Gaulle, mais qui vraiment simplement dit la vérité. C'est une caricature qui dit la vérité, ait pu être refusée par un magazine situé plutôt à gauche de l'échiquier politique, contre la guerre d'Algérie, mais ils ont refusé cette caricature de Tim. On en parlera peut-être un peu plus tard. Je voulais... Tsar, Boena. Atayachol Mishama, la Filken. Je voudrais... on passe maintenant aux images. Finalement, on parle de caricaturistes, donc on va parler de caricature avec Philippe Val, Michel Kichka et Joël Kotek, que je demande de venir me rejoindre ici. Vous pouvez vous asseoir là. Je voudrais commencer, puisqu'il s'agit d'images, par des images qui ne sont pas des caricatures, mais des premières images que le cinéma a consacrées à l'affaire Dreyfus. Vous savez que le cinéma a consacré un certain nombre de films à l'affaire Dreyfus, pas beaucoup. Il y a eu un téléfilm français d'Yves Boisset en 1995, en deux parties, en deux époques, comme on disait à l'époque. Il y a un film qui va sortir bientôt, je crois même la semaine prochaine, le film de Polanski, qui va s'appeler J'accuse. Il est en tournage. Non, mais j'ai vu que c'est prévu pour décembre. Ah non, l'année prochaine. 19, c'est pas 18. Oui, vous avez raison, c'est dans un an. En tout cas, nous serons tous là, n'est-ce pas? Donc, dans un an, nous verrons J'accuse de Polanski. Ça sera très intéressant. C'est surtout sur le personnage de Picard. Le premier film consacré à l'affaire Dreyfus, c'est pas une caricature, mais il y a quand même quelque chose d'ironique dans la manière dont c'est traité. C'est un film de 1800. Ah ben, attendez, on va... C'est un film de Méliès. Méliès, le premier metteur en scène du cinéma, le premier metteur en scène dans l'histoire du cinéma, a consacré un film à l'affaire Dreyfus en 1899, après le procès, la révision du procès, c'est-à-dire à Rennes. Et là, ce que vous voyez sur l'image, c'est l'arrivée de Dreyfus à l'état-major, avec le fameux bordereau. On lui demande d'écrire pour vérifier, ou en tout cas pour confirmer cette théorie que son écriture est celle du bordereau, et immédiatement on l'arrête. Vous voyez la statue de Marianne, le buste de Marianne, c'est assez amusant. Il y a quelque chose d'un peu humoristique dans ce traitement. L'image que nous voyons tout de suite après, c'est Dreyfus à l'île du Diable, entouré non pas de barbelés, mais d'une clôture. Et effectivement, c'est ainsi qu'il était gardé à l'île du Diable, parce qu'on était persuadé que quelqu'un essayerait de le libérer. Alors, il y a quelques années, on avait fait un film à la télévision israélienne sur l'affaire Dreyfus, une émission, et j'avais téléphoné à Madeleine Méliès, la petite fille de Méliès, lui demander l'autorisation de passer un extrait de ce film. Elle avait refusé. Alors je lui ai demandé mais pourquoi, et elle m'avait dit parce qu'à cause de ce film, on a accusé mon père d'être juif.
il y a des choses comme ça qui reviennent de temps en temps, qui remontent de temps en temps. Comment? Elle vient de décéder, mais à cause... Petite histoire, son fils, Jean-François Maltais, Oui. s'appelle maintenant Abraham et c'est un des plus grands érudits de l'Alliance israélite universelle. Regardez, l'image qui vient est particulièrement intéressante. On met des... Comment on appelle ça? On attache Dreyfus à son lit, tellement on est persuadé qu'il va s'évader. Comment peut-on s'évader de l'île Libya? C'est toujours impossible. Regardez cela. Et dans ce film, Méliès joue un rôle, le rôle de l'avocat de Dreyfus, Laborie. Car Méliès jouait dans ses propres films. Regardez, on lui met une barre pour l'attacher au lit. Alors ce sont finalement les premières images de l'affaire, premières images filmées de l'affaire, mais avant la libération de Dreyfus, et bien sûr aussi après jusqu'à aujourd'hui, l'affaire Dreyfus a fait l'objet de multitudes de caricatures, n'est-ce pas? Il y a eu énormément un traitement par des artistes, des caricaturistes, parfois bienveillants, mais le plus souvent haineux, hostiles, antisémites. Alors, je vais d'abord donner la parole à Philippe Val. Je ne sais pas de quoi il va parler, mais je vais quand même poser une question. Moi non plus. Oui. Lui non plus. Je vais poser une question, et je ne sais pas s'il voudra y répondre. Et il est libre de ne pas répondre. La question que je voudrais poser, c'est dans quelle mesure la caricature est en général mue par un sentiment de haine. La caricature est en général le résultat de quelqu'un qui veut exprimer son dégoût, son abhorration pour quelque chose. Il veut montrer quelqu'un sous un jour négatif. Il déteste ce qu'il montre. En général, ce qui se passe, puisqu'il y a un grossissement de la réalité. Alors, du moins, c'est comme ça que je crois, et je pense que Michel n'est pas tout à fait d'accord avec moi. En tout cas, mais si c'est ainsi, si c'est le cas, et Philippe Val a publié les fameuses caricatures de Mahomet, n'oublions pas cela, la question que je lui posais, que je pose d'ailleurs maintenant, c'est peut-on considérer que le blasphème interdit aux caricaturistes de traiter un sujet quelconque? Non. Et pourtant? Non. Je pense profondément que la caricature a ses limites, de la même façon que la liberté d'expression est encadrée dans les pays démocratiques, dans les États de droit, par la loi. Lorsque la caricature, si vous voulez, elle a une espèce de but. Quelqu'un qu'on voudrait un peu ridiculiser parce que, à juste titre, parce que son personnage est trop idéalisé, son prestige est usurpé, on en fait quelque chose d'au-dessus de l'humain, et à tort, parce que personne n'est au-dessus de l'humain. Alors le caricaturiste revient et met de l'humain dans la caricature, en quelque sorte en mettant ses défauts en relief, en mettant des défauts par le trait, il fait apparaître des défauts de caractère, ou il le met dans une situation où il n'est pas inhumain, il redevient humain, comme vous et moi. Donc la caricature a ce rôle on pourrait dire, d'affaiblir la magie ou la vanité ou l'excès d'orgueil d'un personnage ou l'excès de pouvoir d'un personnage. Donc c'est très important parce que c'est une façon démocratique, on pourrait dire, de donner une opinion sur quelqu'un. Il y a une autre manière de se servir de la caricature quand la personne caricaturée et haïe. Je pense que la haine, l'expression de la haine en littérature ou en art est quelque chose qui est sujet à caution. C'est compliqué d'exprimer la haine parce qu'on dérive très vite en accentuant le trait d'une certaine façon, en utilisant des codes. Au contraire de mon premier exemple,
on a tendance à déshumaniser la personne représentée et à le faire sortir de l'humanité. À ce moment-là, la caricature devient quelque chose d'extrêmement dangereux pour la démocratie et pour le vivre ensemble, parce que faire sortir l'autre de l'humanité, c'est le mettre dans une situation de sûreté, de le faire sortir, de la sûreté à laquelle il a droit dans l'état de droit. Enfin, il a droit partout, mais dans l'état de droit, c'est la loi qui lui garantit. Donc, le faire sortir de l'humanité, ça a été, par exemple, pour la caricature antisémite au moment de l'affaire Dreyfus, la caricature a eu la même fonction que le pamphlet en littérature. C'est-à-dire que le pamphlet, contrairement à l'écrit polémique fait rentrer l'autre dans le débat en le provoquant, mais il le fait rentrer dans le débat que deux êtres humains veulent avoir pour confronter leurs opinions. Ça, c'est la caricature polémique. La caricature pamphlétaire fait sortir l'autre de l'humanité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'un débat, mais il s'agit d'une insulte, d'une dégradation, d'une représentation dégradante de la personne. À ce moment-là, normalement, la loi intervient. La loi intervient parce que ça déborde de la liberté d'expression. Dans un état de droit, on n'a pas le droit de faire sortir l'autre de l'humanité. Alors, quant au blasphème, c'est une question très importante. Si les sociétés démocratiques existent en Europe de l'Ouest, et puis ensuite on traverse la Méditerranée, il y a Israël, et puis après, il y a le Japon. Donc il n'y en a pas tant que ça, si vous voulez, des démocraties, des États de droit. Donc... L'Iran, quand même. J'allais l'oublier. Voilà, c'est très important cette histoire, parce que ces démocraties qui se sont constituées au fil des siècles avec des penseurs, des philosophes, des artistes courageux, qui ont été généralement, historiquement, si on regarde bien l'histoire, depuis le Moyen-Âge notamment, des gens qui venaient en Europe de l'Ouest parce que c'était le bout du monde. Après, il n'y avait plus rien. Après, on a découvert qu'il y avait l'Amérique, mais après, en Europe de l'Ouest, où il n'y avait plus rien. Donc, les gens proscrits, les gens nés d'une mauvaise mère, les bâtards, les juifs, arrivaient jusqu'en Espagne, à la pointe de l'Europe, et ils avaient à cœur, puisqu'ils étaient maltraités parce que mal nés, voire persécutés parce que mal nés, de penser un droit universel. C'est les premiers à penser du droit universel. L'Europe est née de ce creuset de bâtards. Cette noble bâtardise qui a fait la beauté du droit. Et ça, c'est très important parce que ces gens-là se sont permis, pour élaborer leur pensée d'abord très secrètement, notamment la pensée marane, très secrètement, ils se sont permis énormément de blasphèmes. Il n'y avait pas de possibilité de penser un droit pour tous sans blasphémer. Impossible. Il fallait passer par le blasphème, c'est-à-dire la transgression religieuse qui exclut certains, qui inclut d'autres, qui en condamne encore d'autres. Donc, cette question du blasphème est très précieuse pour la constitution des États de droit. Il n'y a pas de constitution d'État de droit sans blasphème. Ça fait partie de la chimie de la liberté individuelle et de la sûreté des individus, le blasphème. Le blasphème, il consiste à s'attaquer à des tabous, notamment religieux, ça consiste à dire des choses qu'on ne doit pas dire, à dessiner des choses, à exprimer des choses que l'on ne doit pas dire pour que le droit avance, pour que le droit des gens, le droit du corps des personnes avance. Donc, ce blasphème-là, il est inattaquable. Les États de droit doivent en faire un bien très précieux. On n'a pas le droit, si vous voulez, pour nuancer les choses, de se moquer et de faire sortir les croyants, quelle que soit leur religion, de l'humanité parce qu'ils sont croyants. On ne les fait pas sortir de l'humanité, on ne les critique pas en tant qu'adeptes d'une foi. Chacun a sa relation à la mort, à la transcendance, à un Dieu. Mais il n'a pas par contre, la pensée qu'il produit qui alimente sa foi, elle peut être critiquée, elle peut être transgressée, elle peut être tournée en ridicule, ainsi que les personnages mythiques qui ont fondé la religion, c'est-à-dire Jésus-Christ, Moïse,
à Mahomet. Tout ça, ce sont des personnages qui sont qui incarnent une religion, qui incarnent des concepts. Et les concepts doivent être contestés. C'est la vie même d'une société démocratique. Et si l'on oublie de le faire, la société n'avance plus, le droit n'avance plus, et quand le droit n'avance plus, évidemment, il régresse. Donc, le droit au blasphème est un droit extrêmement délicat, puisqu'il ne s'agit pas d'insulter les gens, il s'agit de transgresser des idées, et au risque de déplaire, mais déplaire à des croyants, déplaire à une communauté, déplaire à un groupe humain, c'est ouvrir un dialogue avec ce groupe humain. Ça n'est pas forcément faire la guerre à ce groupe humain, parce qu'on ne s'attaque pas aux individus, on est sur le terrain des idées. Donc le blasphème est quelque chose qui se situe sur le terrain des idées et qui est un droit inaliénable des États de droit. Voilà, j'ai répondu un peu longuement. Mais parfait. De manière passionnante. Je pense que c'est important de cadrer le... Merci. Voilà. Merci, vraiment, c'était très... extrêmement clair et évidemment contestable. Non, tout ce que vous venez de dire. Non, je vais vous dire pourquoi. Ben, si, j'ai bien le droit de le contester. Vous voulez contester? Non, je veux parler. Non, mais votre tour, mon cher Joël, votre tour viendra. Je vais d'abord donner la parole à notre ami Michel Kishka, qui, lui, ne pense pas que la caricature soit nécessairement basée sur le rejet, la haine, etc. Mais avant cela, je voudrais quand même vous dire qu'un député israélien, arabe, socialiste, m'a dit, il y a peu de temps, qu'à son avis, la Knesset devrait passer une loi interdisant le blasphème. Et c'est pas un musulman pratiquant. Simplement, c'est un arabe israélien qui considère, lui, que c'est quelque chose d'intolérable, qu'il y a là quelque chose que la société ne peut pas accepter, parce que, bien sûr, la critique est normale et est même recommandable en démocratie. Mais là, vous blessez les gens. Vous blessez les gens d'une manière qui est intolérable pour eux. Et alors, il y a beaucoup de cas où la loi défend l'individu contre une attaque intolérable. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, alors, l'attaque intolérable, quand c'est au niveau des idées, elle se discute. Elle ne se règle pas par la violence physique, ni par une répression policière, ni même par une action judiciaire. Il est très important de dire que les religieux, dans les États de droit, doivent être ouverts au débat et doivent en plus ouverts à l'idée que d'autres ne pensent pas comme eux, que ça soit désagréable, mais ça doit être supportable. Désagréable, mais supportable. Moi, il y a des gens qui ne pensent pas comme moi, ça m'énerve beaucoup, mais enfin, je ne vais pas aller au tribunal ou aller chercher la police pour les empêcher de parler. Après tout, je suis plutôt content que ça existe pour que ma pensée aussi puisse exister. Excuse Joël, je sens que tu as envie de parler. Non, mais Joël parlera lorsque le... Donc, oui, mais ça revient, on y reviendra, d'accord, Joël? Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que il ne faut pas confondre l'insulte faite à la personne et la transgression religieuse. Parce qu'un tabou religieux, quel qu'il soit, par exemple, les protestants, les maoïstes, les révolutionnaires français de 93 ne voulaient pas de représentation. Ils ont cassé les statues, ils ont brûlé les dessins, ils ont foutu en l'air les temples. On a vu encore les Bouddhas de Banyan en Afghanistan il y a quelques années. Donc, c'est leur tabou, mais ce n'est pas mon tabou. Donc, ils jugent, à partir du moment où une personne juge que son tabou doit être partagé par tous les autres, c'est un fasciste, d'une certaine façon. Disons, fasciste, c'est un drôle de mot, mais c'est quelqu'un de totalitaire. C'est quelqu'un qui pense que la totalité de l'humanité doit penser comme lui. Vous voyez, vous plaisez là, vous plaisez. Non, mais c'est une question très importante. C'est quelqu'un qui ne mange pas de telle chose tel jour. C'est très bien, moi, vous voyez, j'ai rien à dire là-dessus. Mais il faut qu'il garde ça pour lui. C'est son problème de ne pas manger tel aliment tel jour. Mais une autre religion va dire, mais tel autre jour, on n'a pas le droit de manger ça. Et puis un autre, et il y a plein de religions. Donc, mettons qu'il y a 7 religions qui interdisent de manger, une le lundi, l'autre le mardi. S'il n'y avait pas de blasphème, l'humanité serait morte de faim.
Oui, oui, oui. Puisque celui qui mange le jour non prescrit, c'est un blasphème. Donc il faut que chacun sache que son tabou est personnel, intime, et ne touche pas les autres. Ainsi que le tabou des représentations graphiques. Voilà. Je pense, Philippe, que le public vous est acquis. Non, non, ne passez pas le micro à Joël. Joël, non seulement vous aurez la parole, mais je vais vous donner quand même un sentiment agréable, vous aurez le dernier mot. Vous aurez le dernier mot, alors c'est quand même... Hein, voilà. Alors je vais passer la parole maintenant à mon ami, je vais dire, mon voisin est néanmoins ami. Nous habitons dans le même immeuble à Jérusalem, à Michel Kishka, qui est un caricaturiste très célèbre en Israël et de par le monde, puisqu'il est aussi membre d'une association intéressante qui s'appelle Caricaturiste pour la paix. Un caricaturiste pour la paix, moi ça me semble bizarre cette expression, mais peut-être nous expliquer ce que ça veut dire. Ce qui est intéressant, c'est que Michel Kishka, je vous signale, a publié chez Dargaud 2 albums remarquables. Le premier sur son enfance belge, fils d'un rescapé de la Shoah, et le second qui vient de paraître, qui s'appelle Falafel, sauce piquante, sur ses 50 ans déjà. Hein, 44 ans en Israël. Un très très beau livre que je vous recommande. Alors je lui laisse la parole parce que je crois que Michel a plutôt une attitude, en tant que caricaturiste, plutôt bienveillante, plutôt souriante à l'égard des sujets qu'il aborde. C'est une autre forme de caricature. Bon, merci pour la pub. En fait, je pourrais partir maintenant. Quand même, avant de répondre, je voudrais quand même dire que pour moi, ce moment et ce panel, c'est quelque chose de très très important. Hier, on a fait un selfie où j'étais entre l'arrière-petite-fille de Dreyfus et l'arrière-petite-fille d'Émile Zola. Et c'est quand même grâce à ces deux-là et à Herzl et aux alliés que je suis là devant vous aujourd'hui. Donc il y a quand même... Il y a tes parents quand même. Oui, ben, les alliés qui ont libéré mon père de Buchenwald. Bon, alors, donc c'est un moment très fort. Et ce sont Zola, pour son J'accuse et son engagement en tant qu'il a mis sa réputation en jeu en défendant Dreyfus, et alors qu'il était sûrement l'auteur le plus populaire de France à l'époque. Et je trouve que c'est un courage qui sert d'exemple à beaucoup d'auteurs aujourd'hui, de journalistes et d'écrivains qui s'engagent. Et il a été sûrement un des premiers dans l'histoire à le faire. Et ça, pour ça, j'ai beaucoup d'admiration. Et puis aussi Dreyfus, évidemment, pour tout ce qu'il représente. Et voilà, donc je voulais le dire parce qu'en général, à la fin, on oublie de remercier. Alors je remercie maintenant. Et je remercie Yael de m'avoir invité à ce panel. Maintenant, pour répondre à la question, je voudrais quand même donner... Je suis entièrement d'accord avec toi, Philippe. Et je suis aussi très heureux d'être à la table, à tes côtés et aux côtés de Joël. Et moi alors Mais toi, je te vois tous les jours. Je suis tous les jours content. Non, mais c'est vrai, hein, on se voit tous les jours. On se voit tous les jours. Et je voudrais vous citer quelques anecdotes. Bon, je vous parlerai un peu de Cartooning for Peace, mais 2 semaines après les attentats de Charlie Hebdo, donc c'était fin janvier 2015, j'étais appelé à donner une conférence dans une bibliothèque municipale dans un des quartiers de Jérusalem sur mon livre Deuxième Génération. Et je suis arrivé là-bas. Moi, je ne suis pas parvenu à... J'ai été tellement attristé, mais attristé, c'est un mot beaucoup trop faible. J'étais tellement retourné par cet attentat de Charlie Hebdo qui s'est suivi par l'attentat de la policière et puis de l'hypercacher. Et je lis toujours les trois. Pour que ce soit clair, ce n'est pas les caricaturistes qui étaient attaqués, ni un journal satirique, c'était la République entière. Et d'ailleurs, dans les médias en Israël où on m'a demandé de venir expliquer, étant donné que je suis un lecteur de Charlie Hebdo, j'ai expliqué que la laïcité est la seule garantie de la liberté de culte, en fait. Ce n'est pas la religion qui peut être garantie du respect de la laïcité, c'est faux. Mais bref, donc j'ai décidé de ne pas parler de deuxième génération. J'ai expliqué aux gens présents, écoutez, je porte le deuil de mes amis de Charlie Hebdo. Si vous êtes d'accord, je vais vous parler de Charlie Hebdo. Et le reste du temps, on parlera un peu de la deuxième génération, et ils ont été d'accord. Donc voilà, donc je leur en ai parlé. Et en essayant d'expliquer un peu, parce qu'en Israël, on n'a pas de presse satirique. Et en Israël, et je pense que le modèle de Charlie Hebdo, et je pense que Philippe va sûrement être d'accord avec ce que je dis, il n'y a pas un seul journal au monde qui a fonctionné comme Charlie Hebdo fonctionnait, où tout le monde se retrouvait, tout le monde faisait le journal ensemble. C'était un journal sans publicité, sans actionnaire, et qu'on était libre d'acheter ou de ne pas acheter. Et il a quand même tenu la route longtemps, et bon, bref. Donc j'essaie un peu d'expliquer ce que c'est, et puis bon, un taxi m'attend, il était presque minuit, pour me ramener à la maison.
un conducteur de Jérusalem, un conducteur sur 2 à Jérusalem est arabe. Et quand je rentre dans un taxi, je sais si le conducteur est arabe ou non. Il a son chapelet de prière qui est accroché, et sur la plaque, il est marqué Ahmed. Donc je sais qu'il est arabe. Et c'est lui qui, en fait, ramène tous les conférenciers chez eux le soir. Et il me demande, vous savez, moi je raccompagne chez eux des médecins, des philosophes, des écrivains. Vous faites quoi? De quoi vous êtes venu parler? Je dis, je suis caricaturiste et je suis venu parler de Charlie Hebdo. Alors il me dit, entre nous, ils n'ont pas un peu exagéré? Alors je pensais qu'il allait me dire, les terroristes. Il me dit, les dessinateurs. Et il est minuit, je suis fatigué. Je suis en train d'essayer de faire le deuil de mes amis et je ne suis pas encore parvenu vraiment à le faire. Et je me dis, tout ce qui me manque, c'est d'avoir une discussion sur la liberté d'expression avec un conducteur arabe à minuit à Jérusalem. Je n'avais pas très envie de lui parler. Et là-dessus, il surenchère et il me dit, est-ce que vous seriez content si je vous dessinais Moïse en train de pisser sur les tableaux de la loi? Alors bon, j'étais assis à l'arrière, donc je regardais ses yeux dans le rétroviseur et je lui dis, je ne sais pas si j'aurais tellement aimé ce dessin, mais je peux vous garantir une chose, je ne vous aurais pas assassiné à la Kalachnikov pour ce dessin. Il a donné un coup de frein, il s'est rangé sur le côté, il s'est retourné et il m'a dit, voilà, j'y avais jamais pensé de cette façon-là, vous avez raison, excusez-moi. Voilà. Alors là, c'est quand même quelque chose qui, moi, montre que les caricatures sont devenues ce qu'elles n'étaient pas. Ce n'est pas leur nature. Elles sont devenues un outil didactique aujourd'hui, un outil éducatif. Alors, ce qu'on fait à Cartooning for Peace, à part le fait que c'est une association extraordinaire qui a été fondée par Plantu et Kofi Annan en 2006 et que ça me permet de rencontrer les dessinateurs du monde entier et du monde arabe et d'Iran que je ne connaissais avant qu'à travers leurs dessins. Et maintenant, je connais ces gens, j'ai des contacts avec eux, j'ai des rencontres, des expositions communes, des débats où on peut ne pas être d'accord, mais il y a un point sur lequel on se retrouve tous, qu'on soit de belles démocraties ou de démocraties en danger, comme l'est Israël et les États-Unis, ou alors d'autres pays. On se bat tous pour notre liberté d'expression et on se bat pour la liberté d'expression des autres. Et ça, c'est une chose qui, moi, me porte énormément. Et ajouter à ma bienveillance, que tu me connais, je suis vraiment content de m'être engagé là-dedans. Et une phrase que je reprends de Plantu, je sais qu'autour de cette table, il n'est pas très apprécié, mais ce n'est pas grave. Il dit, avec nos petits crayons, on essaie de construire des ponts entre les peuples. Et moi, je veux bien... Cette image naïve me convient très bien. Je préfère la naïveté à la dictature, si vous voulez savoir. Voilà. Je me demande si on ne peut pas considérer la statue de Tim comme une œuvre, je ne peux pas dire caricaturale, non, mais peut-être ironique. Il y a peut-être dans cette attitude, dans cette posture, et dans la manière dont il tient cette épée, cette demi-épée, ce sabre brisé, il y a peut-être une ironie qui est celle d'un ironiste. C'est quelqu'un qui voit cette réalité d'une manière comme le fait un caricaturiste. Je ne sais pas, Roland, si vous seriez d'accord. Je ne sais pas si le public est d'accord. Enfin, c'est comme ça que j'ai l'impression c'est comme ça que je vois cette statue. Parce que finalement, Tim s'est trouvé devant un dilemme. Il était évident que pour lui, Dreyfus était un personnage extrêmement important, mais c'était le débat lorsqu'il a été question d'une statue de Dreyfus à Paris au début des années 80. Est-ce que c'est un héros? Est-ce qu'on peut le considérer comme un personnage héroïque? On fait des statues pour les héros, ou alors on fait des statues pour les martyrs. Est-ce que c'est un martyr? Et peut-être n'est-il ni vraiment un héros, ni vraiment un martyr. Alors qu'est-ce qu'il a? Une victime? Est-ce qu'on fait une statue pour des victimes? Donc il fallait trouver, et je crois qu'il a trouvé d'une manière merveilleuse, la bonne approche. La bonne approche. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette statue, avec un sourire. Il nous sourit à nous, et peut-être se moque-t-il un petit peu de lui-même. Alors, levez-vous pour qu'on vous entende. Ça peut être une rupture, justement, par rapport aux héros, pour que l'on n'oublie pas. C'est une espèce de symbole de non-oubli. Oui, votre interprétation est bien sûr
aussi valable que celle des autres, et je vous remercie. Mais là, maintenant, j'ai l'occasion de passer enfin la parole à Joël Kotek. Pourquoi est-ce que seulement maintenant? Parce que c'est le grand spécialiste aujourd'hui, un grand spécialiste de la caricature antisémite. Il a publié énormément d'ouvrages à ce sujet. Et puisque nous parlons de l'affaire Dreyfus et que nous parlons de l'antisémitisme, c'est vraiment le moment de lui confier la parole. Non, mais j'espère que je ne vais pas clore, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire encore. Et merci aussi de Oui. l'invitation. Donc, tout simplement pour expliquer, effectivement, on va être d'accord, hein, malheureusement, nous trois, donc ça ne va pas être très polémique aujourd'hui. Tout simplement pour rappeler, c'est quoi, en fait, une caricature? C'est une déformation, tout simplement, une exagération. Mais une exagération du réel, une bonne caricature, je dirais. Une exagération. Alors, on a un nez un peu épais, ben on exagérera le nez, on a des grandes oreilles. Et ça permet d'aller à l'essentiel directement. Mais on n'exagère pas dans le sens positif, on non, mais pas exagère. forcément. Et la caricature peut choquer. Et quelle importance! C'est comme un écrit, c'est une autre manière de dire le réel. Et ça, c'est une bonne caricature. Et donc, on peut critiquer le gouvernement d'Israël, on peut critiquer le gouvernement des États-Unis. Et souvent, ça se fait avec humour ou par la voie de l'indignation. Aujourd'hui, la plupart des caricaturistes nous font rire, mais avant la Shoah, c'était plutôt des caricaturistes, des dessins d'indignation. On nous parlait du génocide ou des massacres d'Arméniens, etc. On nous parlait des pogroms. On nous parlait aussi du cléricalisme. Je veux dire, la caricature française, elle s'est quand même distinguée par son attaque de la religion. Et on attaquait l'armée aussi. On attaquait l'armée. Et je vais vous montrer une caricature. Mais, et justement, la démocratie, elle passe par la critique. Et ça, Philippe l'a extrêmement bien expliqué. C'est-à-dire que la France ne serait pas la France si on n'avait pas mis à la fois les soldats dans les casernes et les religieux dans leur congrégation. Je veux dire, c'est une citation de Herzl, ça. Ah, peut-être, voilà, excellent. Et je suis sioniste en le sachant. Donc, non, et c'est ça qui est important, tout simplement. Et je pense que c'est le cas, c'est ce qui a sauvé la France. Et je suppose qu'il y aura un grand combat, peut-être un jour ici, à mener aussi en Israël, du point de vue, effectivement, de la lutte entre l'Église et l'État. Alors, c'est quoi donc une bonne caricature? C'est une déformation du réel, même si elle est grotesque, même si elle est injuste. Et elle peut effectivement provoquer l'indignation des gens, mais qu'importe. C'est ce qui a permis. On se souviendra quand même que serait le judaïsme sans Spinoza. Et Spinoza était un grand critique d'abord de la Bible. Je veux dire, il a critiqué la Bible. Ça a été le premier à mettre en question, effectivement, l'origine divine de la Bible. Et alors, qu'est-ce qu'une caricature antisémite? Puisque c'est ce que vous m'avez demandé. La différence entre une caricature antisémite ou une caricature, en général, de haine, parce que les caricatures ne sont pas de haine. Je veux dire, ce qui fait la force de Kishka, c'est sa finesse. C'est-à-dire qu'un bon caricaturiste est quelqu'un qui va exprimer le réel de manière extrêmement fine. Mais il va exprimer la haine. Même en l'exagérant. Pas forcément. C'est ce que vous venez de dire, c'est pour ça que je... Non, pas du tout la haine. On peut très bien parler du problème des immigrés, des migrants, etc., en s'indignant, mais quelquefois même, et Michel le fait avec humour. Alors une caricature antisémite, et c'est l'antisémitisme en fait. C'est quoi l'antisémitisme? C'est le fait de détester les juifs pour ce qu'ils ne sont pas, pour ce qu'ils ne font pas. Et qu'est-ce qu'une caricature antisémite? C'est le fait de charger quelqu'un qui est innocent, ou un peuple qui est innocent. C'est-à-dire dire que Dreyfus est coupable, dire que Dreyfus a un nez juif, alors qu'il n'y a pas de nez juif forcément. En tout cas, il n'a pas le type, on remarque bien. Entre guillemets, son phénotype n'est pas un phénotype sémite. Et ce sont les caricaturistes qui vont inventer ce qu'on appelle le type juif. Hein, et on le voit à travers l'évolution. Ça commence au XIIIe siècle, ça frémit. Et puis au XIXe siècle, ce qu'on appelle le type juif est un type qui est inventé par ces caricaturistes-là. Et donc, ils inventent un réel. Et vous voulez dire que je suis une invention des caricaturistes? Absolument, absolument. Voilà. Mais nous ne sommes pas tous comme ça, mon cher ami. Du 19e siècle. Et on peut le démontrer. C'est-à-dire que si on ressemblait tous à des juifs, les Allemands ne nous auraient pas forcés à porter l'étoile jaune. Et au Moyen-Âge, on n'aurait pas porté la rouelle ou le chapeau pointu. C'est bien la preuve qu'un juif ressemble beaucoup aussi au peuple où ils vivent. Et donc, c'est quoi une caricature antisémite? C'est une caricature, comme je vous l'ai dit. Si vous voulez, je peux vous montrer 3 exemples, mais après, je laisse la parole aux autres. 3 exemples, justement, de la manière dont on a représenté... Ah voilà, extraordinaire. C'est plus moderne que la Belgique. On est en Israël, hein, la technologie, ça marche ici. Non, mais je suis impressionné. Hein. Parce que... Voilà une caricature, justement, et qu'elle est archétypale de ce qu'est l'antisémitisme et de ce qu'est la caricature antisémite. Parce que cette caricature ne dit pas le réel, elle ne défend pas une réalité. Dreyfus est innocent, et on le représente comment? Et c'est l'idée qui surgit au Moyen-Âge, à peu près au XIe, XIIe siècle, c'est l'idée que les Juifs complotent. Et le premier complot, vous le connaissez, c'est quand même le Sanhédrin qui complote contre Jésus pour le livrer aux Romains. C'est le premier complot.
Ouais, exactement, notamment, mais même plus tardive, encore une fois. Et c'est le fait qu'aussi les Juifs trahissent pour de l'argent. Et c'est l'histoire de Judas qui trahit Jésus, dit le Christ, pour 30 deniers, et qui se pend. Et ça, c'est important. Et vous voyez bien, et en plus, ce qui est allié, là, naturellement, c'est lié à l'antisocialisme, etc. Et donc, c'est lié à l'antirépublicanisme. Et cette caricature, elle est, et en plus, avec la déformation, effectivement, encore une fois, le phénotype, qui ne correspond en tout cas pas à ce qu'était Alfred Dreyfus. Et, oui, je me trompe. Et puis, alors, c'est quoi aussi? C'est non seulement une déformation de la réalité, mais c'est aussi... c'est performateur, c'est-à-dire c'est l'idée que, mais comme Judas, mais que devrait faire Dreyfus? C'est se pendre, parce que vous savez que Judas se serait pendu. Et voilà le traître, et voilà des caricatures, et c'est aussi la déshumanisation. Je me trompe chaque fois. Ah, je ne l'ai pas. La suivante, tiens. Alors c'est pas la bonne, qu'importe. Et donc c'est l'idée, voilà d'où surgit encore une fois, d'où s'inspire, si vous voulez, la caricature antisémite. Mais on est dans un psautier du XIIIe siècle, et on voit quoi? Judas, l'argent, une conspiration qui livre Jésus à Ponce Pilate. Et Ponce Pilate, il est juif. Regardez, il porte le chapeau des juifs, parce qu'à l'époque, effectivement, il porte le chapeau pointu. Parce que là aussi, il fallait distinguer les juifs des non-juifs. Et on comprend aussi l'origine de l'antijudaïsme. À quoi sert l'antijudaïsme? À quoi sert, tout simplement, à pouvoir convertir les Romains en leur disant « Vous n'avez pas assassiné Jésus, ce sont les Juifs ». Et en inventant un personnage qu'on appelle, comme vous le savez, Judas, alors que bien sûr, toutes les personnes qui sont autour de Jésus, mais par définition, elles sont toutes juives. Et là, voilà, déjà dans une figure d'enluminure du XIIIe siècle, et là, effectivement, qui représente les Juifs avec des nez crochus. Etc. Et puis les crimes rituels, mais j'arrêterai ici. Donc, encore une fois, c'est quoi une mauvaise caricature? C'est une caricature qui déforme, qui invente une réalité, alors que dans Charlie Hebdo, qu'est-ce qu'il faisait? Il nous décrivait la réalité, tout simplement, parfois avec mauvaise foi, mais c'était génial. Avant la pause café, je voudrais redonner la parole à nos trois participants pour que chacun dise quelque chose en guise de conclusion de ce petit débat. D'abord, on commence par vous, Philippe. Juste, moi, le travail de Michel est très subtil et très utile. On avait même, et en plus, ça marche très bien parce qu'on a essayé d'acheter ton livre dans la librairie, il n'y en avait plus tout à l'heure. Voilà. La question est de savoir s'il n'y en avait plus ou s'il n'y en avait pas. Une dédicace et hélas, bon voilà. C'est super, merci. Mais par ailleurs, je voudrais juste dire, quand tu as dit tout à l'heure, je préfère la naïveté à la dictature, je ne pense pas qu'on puisse opposer la naïveté à la dictature, parce que précisément la dictature se nourrit de la naïveté. La démagogie est une puissance de naïveté. On dit des choses naïves aux gens et ils y adhèrent. Donc je pense qu'il faut faire attention à cela. C'est la politique et le droit, la politique qui fait du droit, qui s'oppose à la dictature. Et par ailleurs, je voudrais dire une chose, avant d'en venir en vitesse à la question des caricatures de Mahomet, si vous le voulez bien. Avec plaisir. C'est que la caricature n'échappe à aucune histoire que raconte l'humain, ou comme dirait un de vos auteurs concitoyens de best-seller, au Sapiens. Le Sapiens est le singe qui a gagné, dont nous sommes, et il a cette particularité de raconter des histoires et de se rassembler autour d'histoires. D'accord? Et bon, ça, il l'a trouvé, mais on le sait depuis longtemps. Et les histoires qu'il raconte, quand il raconte une histoire, le Sapiens, qu'il soit peintre, qu'il soit Homère, qu'il soit Léonard de Vinci, qu'il soit un poète, il raconte quelque chose de... Vous voyez, il raconte quelque chose de lui. On dit que Madame Bovary, c'est Flaubert. Enfin, Flaubert, Madame Bovary. Bon, il y a quelque chose... On n'invente pas de ex nihilo quelque chose. On le tire du fond de soi et de ce que l'on est. Compte tenu de ce qu'a raconté Joël de cet antisémitisme chrétien,
qui voulait convertir les Romains et donc exclure les Juifs, ce qui était le seul moyen pour en faire une religion universelle. Ça veut dire universelle moins les Juifs. Bon. Donc, il a fallu qu'il raconte une histoire, cet antisémitisme. L'antisémitisme est une histoire parmi les autres. Hein. Une histoire qui a très bien marché, je vous l'accorde. Mais cette histoire, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte quelque chose du locuteur. Elle raconte quelque chose de ce qu'est celui qui la raconte. L'antisémitisme, c'est celui qui raconte l'antisémitisme. C'est-à-dire que ce qu'il prête... L'antisémitisme a si bien marché que le juif n'est pas différent, il est le même. Et que ce même, c'est celui que j'ai en moi et qui est capable de bassesse, qui aime l'argent, qui est capable de trahir son ami pour de l'argent, etc. Donc tout ce que l'on déteste en soi-même, mais que l'on refuse d'exprimer, on le projette sur l'autre. Et l'antisémitisme n'est rien d'autre que la projection de sa propre bassesse par le locuteur. Et c'est une histoire du locuteur. L'antisémitisme est une histoire du locuteur. C'est celui qui, vous voyez, il raconte son âme. En disant que le juif est comme ci, comme ça, oui. Il raconte qu'il est comme ci, comme ça. C'est un discours d'autant plus passionné qu'il veut se débarrasser de cette idée et qu'il veut tuer en lui quelque chose qu'il déteste plus ou moins consciemment. Le mal. Le mal. C'est exactement la question du mal. C'est donc le refus du mal en soi. Comment peut-on vivre avec une notion aussi métaphysique? La métaphysique, c'est très important. Pourquoi la caricature provoque autant de violence? Et là, je vais en venir aux caricatures de Mahomet. C'est que elles sont, quand elles sont blasphématoires, ça veut dire qu'elles s'attaquent à quelque chose qui va priver l'humain, la personne, de l'éternité. Un blasphème, c'est quelque chose qui va empêcher que l'éternité advienne après la mort. Mais ça concerne que les gens qui croient à l'éternité après la mort. Voyez? Donc le blasphème est une attaque contre l'éternité, contre la transcendance et la vie éternelle. Et c'est d'autant plus violent, évidemment, chez les gens, dans les religions, qui pensent, qui établissent qu'il y a une vie éternelle magnifique. Et alors, plus elle est magnifique, plus elle est garantie comme étant magnifique, et voire même dans l'islam sexuellement magnifique, oui. Encore que l'on puisse discuter du fait que faire l'amour avec une quantité de vierges est quelque chose de magnifique. C'est difficile. De magnifique. On peut espérer peut-être mieux de la sexualité épanouie d'un être humain normalement constitué. Mais enfin bon. Donc, ça provoque quelque chose d'extrêmement violent qui est de l'ordre de la psychiatrie, si vous voulez, à ce moment-là. Parce que c'est une foi irraisonnée que l'on prête à tous et on pense que l'expression du blasphème va condamner le groupe. Donc, c'est délirant, si vous voulez, cette histoire de blasphème. Ça a à voir vraiment avec l'éternité. C'est un retour à la temporalité et à la vie temporelle. Alors, ce que je voudrais juste dire, et là c'est plus de la théorie ni rien, peut-être que je peux vous raconter en quelques... Oui, avec plaisir, allez-y. En quelques lignes, ce qui s'est passé il y a quelques années et dont on paye encore aujourd'hui les conséquences, mais qu'on a payé très lourdement, puisque on a perdu les 3/4 de nos amis dans un crime atroce. Ce qui s'est passé, c'est que quand en Danemark, qui est un état de droit, ils ont fait un livre pour enfants pédagogique. Le Jyllands-Posten a organisé un concours de dessin sur les religions, etc. Les imams, quelques imams intégristes et extrêmement menteurs, se sont saisis de ça, ont fait fabriquer même des caricatures extrêmement racistes qu'il n'y avait pas du tout dans la publication du Jyllands-Posten, et qu'ils ont fait partir ça dans le monde arabe. Il y a eu un boycott de l'État du Danemark, le produit de ces élevages, notamment bovins, c'est une des principales ressources du Danemark, avec le pétrole qu'ils ont tout au nord, mais ils ne pouvaient plus vendre de beurre. Le beurre, c'est énorme. Par exemple, il y a des tas de produits qui ont été boycottés, et ça commençait à foutre leur économie en l'air. Tout ça pour ces histoires de caricatures, plus les menaces sur les journalistes et les dessinateurs. Là-dessus,
on ne voulait pas citer et donner de précision dans le reste de la presse européenne sur cette affaire. Il y a un journaliste, directeur d'un journal qui était autrefois un très grand journal, qui est mort maintenant pratiquement, qui était racheté à l'époque par un actionnaire égyptien, qui était France Soir. Un directeur de la rédaction de France Soir, le directeur, monsieur Lefranc, un jour, il a décidé de faire ce que font tous les directeurs de journaux responsables jusqu'à cette époque. Maintenant, c'est autre chose. Bon. Mais c'est informer les lecteurs. Normalement, c'est ça, un journaliste. Hein, bon. Donc, informer les lecteurs sur ce qui se passait au Danemark. Et dire, ces fameuses caricatures, vous avez droit d'en juger. Regardez-les. Puisque ça vous concerne, c'est un pays européen, ça vous concerne, donc voilà, je les publie. Et il publie les caricatures un lundi dans France Soir. Le lundi, dans l'après-midi, il est viré par l'actionnaire. Il est viré. Voilà. Donc, dans la soirée, enfin le lendemain soir, j'avais une réunion avec des camarades, des collègues, directeurs de journaux, quelques intellectuels, une petite réunion régulière qu'on avait, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, s'appelait le Club Danton. On s'était nommé comme ça par haine de Robespierre. Donc, il y avait un sujet à traiter ce soir-là entre nous, et j'ai dit non, je voudrais, si vous voulez, mes amis, je voudrais qu'on traite ce sujet. Lefranc s'est fait virer. On ne peut pas accepter ça en France. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas laisser ça. Ce type se faire virer parce qu'il a fait son travail, il a donné à voir au public ce pourquoi il y avait cette affaire qui depuis des mois embarquait le Danemark dans une aventure absolument insupportable et injuste. Un pays frère européen et en plus un journal, bon bref. Et ils ont dit d'accord, qu'est-ce qu'on fait ? On a proposé, il y avait Cabu avec moi, on était tous les trois, Bernard Maris, enfin oncle Bernard, Cabu et moi. Et on propose à nos confrères de tous publier ces putains de caricatures, comme ça on n'en parlera plus, qu'on les publie tous en même temps, dans la semaine, pour les hebdos qui sortent le mercredi, pour les quotidiens dans le jour de la semaine, et pour les mensuels, bon bref. Donc on dit oui, on y va, d'accord. Et c'est vous dire la force des caricatures, et le problème que ça pose, l'enjeu dramatique des caricatures en général. Donc le lendemain, je décroche mon téléphone au bureau du journal et je commence à appeler mes confrères. Je ne vais pas les citer pour ne pas leur faire de peine, mais et donc, ils étaient tous d'accord, ceux qui étaient là la veille au soir. Il y en avait 3-4 principaux journaux, enfin bon, en gros, l'Obs, Libé, machin, enfin bon. Et je leur dis, bon, alors, on y va tous ensemble. Et là, le lendemain, il dit, on a un problème. Alors, certains, ils avaient un problème avec leur rédaction. On était déjà quand même à 6 ans du 11 septembre, 6 ans après. Donc déjà, il y avait ce mouvement de munichois chez les journalistes à ne jamais citer le danger et le problème. Donc ils ont dit, on a la rédaction contre nous. D'autres ont dit, on a l'actionnaire contre nous, notamment, en l'occurrence, Dassault avec l'Express, qui partait avec Chirac la semaine suivante vendre des avions à l'Arabie Saoudite, et qui dit on ne peut pas publier ça dans l'Express alors que je me barre la semaine prochaine pour vendre mes Mirages. Bon. Donc, malgré tout, Jean Bart a tenu bon, et il a fait une chose à la fois courageuse et prudente. Il a reproduit les pages en facsimilé que nous, on avait fabriquées à Charlie Hebdo, en disant voilà ce que Charlie Hebdo va publier. Donc, il montrait les caricatures que l'on montrait. Bon. Mais c'est le seul. Tous les autres se sont rétractés. Sauf Historia, je crois. Enfin, et donc, ils se sont rétractés et on est parti, si vous voulez, seul devant le peloton, en danseuse. Et immédiatement, ça a provoqué... Enfin, moi, je pense qu'on aurait été 15 grands titres à publier, l'affaire aurait été réglée. Mais un journal satirique de dessinateurs qui tenait énormément. On avait fait une assemblée générale au journal pour dire, voilà, le problème, c'est qu'on va être en danger. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Chacun a un droit de veto. Donc, standardistes, comptables, je les avais prévenus. Je leur ai dit, écoutez, il y a un vrai enjeu, ça va être difficile, on va être menacé. Et vous avez des enfants, certains d'entre vous, machin. Bon. Donc, je voudrais votre avis. Vous avez un droit de veto. Donc, tout le monde a voulu qu'on publie les caricatures, sauf une personne qui a dit, je ne veux pas qu'on les publie, mais je ne veux pas user de mon droit de veto. Donc, on les a publiés. Et après, il s'en est suivi ce fameux procès
d'abord ont référé qu'ils ont perdu, et ils sont allés sur le fond, les musulmans sont allés sur le fond, et la préparation du procès a duré 1 an, et il y a eu ensuite le procès sur le fond, que l'on a gagné, avec des attendus extrêmement intéressants du tribunal, puisqu'il disait qu'on avait fait avancer le débat démocratique, c'était très utile pour la démocratie, la publication de ces caricatures, etc. Donc le tribunal, la République, si vous voulez, s'est exprimé. En sortant, on a offert, en sortant du tribunal, qui a été un événement international, puisque c'était repris dans la presse mondiale, en sortant, on a offert notre victoire aux journaux en disant, voilà, c'est à vous, aux écrivains, aux danseurs, aux peintres, aux dessinateurs, à tous ceux qui ont, pour qui la liberté d'expression est le matériau de base de la créativité des nations démocratiques. Donc, cette affaire a été extrêmement violente. Bon, je vis sous protection policière depuis cette époque-là. Et jamais ça n'a cessé, si vous voulez. Jamais ça n'a cessé. Il faut que vous sachiez que ces caricatures publiées ont toujours eu, même si après on a vu les mensonges des imams, on a su qu'après, avant toute cette affaire, elles avaient été publiées dans le grand journal égyptien quotidien, dont j'ai oublié le nom, Al-Aram, et que ça n'avait plus aucune réaction. C'est juste parce que nous, on les publiait. Bah oui. Donc, vous voyez, c'était juste un signe d'agressivité vis-à-vis des États de droit, de cette réaction. La conclusion, parce que cette publication de ces pauvres caricatures, qui étaient des pauvres caricatures, qui étaient vraiment des pauvres choses, c'était pas d'ailleurs des caricatures formidables. Non. Tout le monde peut en témoigner. C'était, oui, assez on banal. a publié tellement pire, et tellement pire notamment sur la religion catholique. Mais d'ailleurs, on l'a montré au procès, tout le monde riait. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que ça s'est terminé par une tuerie. Ça s'est terminé par une tuerie qui a fait basculer la République française dans une autre époque, parce que depuis, nous vivons dans un autre monde. Dans un autre monde, et peut-être que désormais, il faut apprendre à vivre avec ça, mais ne pas céder sur la liberté. Parce que si on cède, après on peut trouver des tas d'arguments. Il faut être gentil, il faut être poli, etc. Tout ça, c'est de la trouille. De la trouille, et c'est du recul du droit. C'est laisser tout le discours inacceptable des indigènes de la République, profondément antisémites, tout l'indigénisme, tous ces discours qui prolifèrent, les Dieudonné, etc. Ça veut dire que ça va être impuni, mais que nous, on ne peut plus bouger. Donc, il faut tenir bon, c'est difficile. Alors, la République fait son travail et nous protège, ça coûte cher, mais... Peut-être qu'on le vaut bien, mais comme on dit dans la publicité de je sais pas quoi, de L'Oréal, oui. Mais c'est pas que nous on s'en fiche, mais symboliquement, c'est décisif. Ce droit à la caricature est décisif. La caricature est une écriture, formule une pensée. Elle a ses règles, elle a sa politesse aussi, elle a son respect de l'autre, mais elle a son droit à blasphémer. C'est un droit indispensable, une fois de plus. Vous savez que Voltaire, dans les années 40 du XVIIIe siècle, a écrit une tragédie qui s'appelle Mahomet. Injouable. Elle ne peut pas être présentée aujourd'hui, elle ne peut pas être montée aujourd'hui en Europe, ni certainement en Israël, parce que Mahomet y est présenté comme un infâme salaud, un violeur, un assassin, enfin un bandit, quoi. Et il y a eu une tentative, il y a déjà assez longtemps, à Genève, de monter cette pièce, ou en fait d'en donner une lecture publique, et les édiles de Genève ont décidé que non, finalement non, c'est pas possible. Et cette pièce aujourd'hui ne peut pas être présentée où que ce soit dans le monde, alors qu'elle a été écrite il y a 300 ans. 300 ans. Maintenant, je dois dire quand même, pour être tout à fait honnête, puisque nous sommes tous tout à fait honnêtes, qu'en Israël, ne peut pas être montée non plus. Et qu'en Israël, les caricatures de Mahomet ne peuvent pas être publiées non plus. Michel. Je vais juste prolonger certaines des choses que Philippe a dites, et j'ai essayé de prendre des notes au vol.
D'abord, au moment de l'affaire des caricatures de Mahomet, puisque c'est le nom qu'elle a porté, cette affaire, j'étais président de l'association des dessinateurs de presse en Israël. Je ne le suis plus aujourd'hui, et c'est rotatif. Et on m'avait demandé pour une interview pour la CNN si les caricaturistes israéliens avaient dessiné Mahomet. Je connaissais tous mes collègues, on est 35, on n'est pas très nombreux. Je n'avais jamais vu, je n'avais pas souvenir qu'un de nous avait dessiné Mahomet dans une caricature, mais j'ai quand même envoyé un mail à tout le groupe. J'ai dit, écoutez, c'est urgent, j'ai une interview pour la CNN dans 1 heure, est-ce que quelqu'un a déjà dessiné Mahomet? Et tout le monde m'a répondu non. Parce qu'en fait, quand on dessine, en fait, ici en Israël, sur le conflit, sur notre conflit local ici, on dessine les ennemis qu'on a en face et les ennemis qu'on a à l'intérieur, disons les rivaux politiques. Ce ne sont pas mes ennemis, d'accord? Ce sont mes concitoyens, mais ce sont mes rivaux politiques. Donc on dessine. Donc moi j'ai dessiné pendant l'intifada, j'ai dessiné Arafat. Mais j'ai en même temps dessiné, je me suis aussi beaucoup déchargé sur Sharon, parce que j'acceptais pas sa politique. Et on n'a pas besoin d'aller insulter le prophète, d'accord, pour attaquer le monde arabe dans sa totalité. D'ailleurs, les caricatures, tu disais que c'était dans le monde arabe, c'était dans le monde musulman, parce que c'était aussi en Indonésie, c'était aussi au Pakistan, c'était vraiment partout. Donc on n'a pas besoin, parce qu'en plus, ce qu'on ne sait pas dans les médias en France... On n'a pas besoin, mais on ne le fait pas parce qu'on a peur. Oui, est-ce qu'on ne sait pas dans les médias en France parce que... Ça ne s'attaquait pas aux musulmans, ça s'attaquait aux intégristes. Aux intégristes, bien sûr. C'est dur d'être aimé par des cons. Voilà, c'était le titre. Michel, on ne doit pas, on n'a pas besoin d'eux. Mais enfin, si quelqu'un veut le faire, la rédaction du journal lui dira repassez. On ne peut pas le faire parce qu'on ne peut pas le faire. Pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible en France. D'accord, mais d'un autre côté, j'avais une fois été invité à un débat chez des gens de droite à Kippa, et ils avaient un espèce de catalogue dans leur bibliothèque, et ils m'ont montré que j'étais répertorié en Israël comme dessinateur antisémite. Parce qu'il y avait des reproductions de dessins que j'avais faits sur les orthodoxes, mais j'ai fait ces dessins sur les orthodoxes parce qu'ils sont représentés par leur parti à la Knesset. S'ils n'étaient pas à la Knesset, j'ai rien contre les orthodoxes. Ils peuvent croire à ce qu'ils veulent. Moi, je suis quelqu'un de tolérant. Je vous dis, je suis laïque, donc je suis ouvert à toutes les religions. Donc même dans mon pays, on me considère comme antisémite. Bon, vous voyez jusqu'où les choses peuvent aller. D'ailleurs, la définition d'un antisémite, c'est quelqu'un qui déteste les juifs plus qu'il ne faut. Donc ça, c'est... Voilà. Oui, et ça me rappelle qu'il y a certaines personnes qui pensent que je suis de gauche. C'est à peu près un peu comme parce que tu as été dans les médias. Voilà. Alors, je voulais aussi dire, tu disais, Emmanuel, une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. Ou alors toi, Joël, qu'une caricature exagère la réalité. C'est parce que la réalité est exagérée qu'on fait des caricatures. Ce n'est pas la caricature qui est exagérée, c'est la réalité. Oui, et en Israël, la Knesset, elle nous coupe l'herbe sous le pied. La Knesset est tellement caricature d'elle-même qu'il ne reste plus qu'à prendre des photos. J'ai plus rien à dessiner. Oui. Voilà. En tout cas, il y a une caricature juive bien connue, c'est Moïse. Moïse, vous avez remarqué, il y a des cornes. Moïse a des cornes, depuis toujours. Les Juifs font des caricatures depuis toujours. Je terminer, oui, je t'en prie. Il a des cornes parce que c'est une mauvaise traduction du mot hébreu. Oui, je sais bien. D'accord, on va pas faire. Voir Moïse, notre prophète, avec des cornes. Mais la preuve, Emmanuel, parce que tu as quand même ouvert en disant que la caricature, elle est mue par la haine des sujets qu'on dessine. Oui. Quand les gens pour qui je vote sont élus à la Knesset, j'arrête pas de les dessiner. Et j'ai pas de haine pour eux. Et j'ai pas non plus de haine pour Bibi. Je suis pas d'accord avec surtout avec ce qu'il ne fait pas. Et j'avais fait une exposition au CCLJ à Bruxelles de 50 caricatures pour les 50 ans de l'État d'Israël. C'était il y a 20 ans. Et il y avait 50 caricatures. Et au vernissage, un juif de Bruxelles est venu me dire, écoutez, j'ai compté, vous avez 32 caricatures de Bibi. Est-ce que ce n'est pas exagéré? Et je lui dis, c'est lui qui a commencé. Voilà. Joël, on parlait du monde arabe, on parlait des caricatures israéliennes sur le monde arabe et les difficultés que cela présente pour les caricaturistes israéliens et pour le public israélien, parce que nous avons quand même 21% de notre population qui est arabe et pour la plupart musulmane. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Israël est traité par le monde arabe. Nous avons eu une conversation hier, et je crois que nous sommes mis d'accord sur un mot, à savoir que les caricatures dans le monde arabe sur Israël, le mot que nous avons utilisé, c'est génocidaire. Oui, alors
justement, ce qui est intéressant, c'est que je peux parler de cette caricature que vous voyez là, en fait, cette estampe. Donc, c'est la première fois que surgit en Occident le crime rituel. Il n'y a pas d'accusation de crime rituel, si ce n'est dans l'Égypte ptolémaïque. Mais sinon, c'est en 1144 qu'il y a la première fois qu'on accuse les Juifs d'avoir tué un enfant. Ça fonctionne, le micro? J'ai pas l'impression. Plus près, simplement. Non, Comme ça? Ah, diable. Donc, et c'est la première fois en 1144. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce thème-là ressurgit aujourd'hui. Il est plus que jamais présent. Et c'est vrai que pour ceux qui étudient la caricature contemporaine antisémite et principalement du monde arabe, c'est que je dirais qu'à peu près 60% des caricatures qui ont trait à Israël sont des caricatures où l'on montre les soldats israéliens comme des tueurs d'enfants. Et je viens de faire une étude sur BDS, que vous connaissez tous. Et malheureusement, je dirais que 80% de la propagande de BDS, qui essaye de pousser les Occidentaux, etc., à ne plus acheter des produits d'Israël, et j'ai ici une présentation que je ne vous présenterai pas, mettent en avant le fait qu'il ne faut pas acheter des produits parce que boire Coca-Cola, c'est acheter des balles pour tuer des enfants palestiniens. Coca-Cola n'est pas juif, mais quelle importance que Pepsi-Cola veut dire pay every penny to the state of Israel, que Pepsi-Cola est un produit. Et systématiquement, la plupart, encore une fois, du visuel, de la propagande est une manière, encore une fois, on invente le réel. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est compliqué à comprendre, qu'est-ce qui fait que cet imaginaire chrétien qui a surgi dans l'imagination de fous, selon laquelle les Juifs tuaient des enfants chrétiens, est aujourd'hui central. Et ce sont effectivement des représentations génocidaires. Et donc, c'est le grand combat que doit mener effectivement Michel à travers l'organisation Cartooning for Peace, c'est d'essayer et d'expliquer aux caricaturistes arabes qu'ils doivent changer en quelque sorte leur braquet et qu'ils doivent comprendre qu'effectivement les Israéliens ne sont pas des tueurs d'enfants. Et représenter les Israéliens pas seulement comme des soldats ou des rabbins, ce qui est absurde, mais comme des civils. 99% des caricatures arabes ne représentent l'Israélien que comme un soldat ou que comme un rabbin. Jamais comme un civil. Jamais, jamais, c'est étonnant. Et très souvent comme un mort. M-O-R-T ou M-O-R-T. Oui. Ce que je voulais maintenant faire, c'est très simple, c'est remercier Philippe Val, Michel Kishka et Joël Kotek pour ce débat passionnant et utile. Vous pouvez dire ce que vous voulez, oui. J'ai un ami qui a réalisé une compilation des dessins de Plantu dans le monde. Oh là. Je crois sur une période de au moins 15 ans. Et je peux vous dire que pour beaucoup d'entre eux, ce sont des caricatures antisémites. Je dis que Plantu, il fait peut-être partie de l'association pour la paix ou autre, mais il y a des caricatures qui sont vraiment antisémites et inacceptables. Alors, je ne suis pas d'accord. Oui, mais attendez une seconde. Les passions se manifestent maintenant. Plantu est un ami personnel. Oui. Non, mais attendez, c'est une opinion. Plantu est un ami de Michel. Alors Michel va réagir et ensuite Joël va dire ce qu'il pense. Non? Pourquoi pas? Je vais vous dire juste une chose là-dessus, c'est que c'est vrai, Plantu est un de mes meilleurs amis. Je peux vous garantir qu'il n'est pas antisémite, mais je peux aussi vous dire une autre chose sur le dessin de presse. Un dessin de presse, ça revient au même, madame. Grosso modo. Écoutez, vous savez, je ne vais même pas vous répondre là-dessus, mais je vais vous répondre sur autre chose. Un dessin britannique a gagné en 2003 le prix de l'Association des caricaturistes anglais. C'est un dessin de Dave Brown que Joël doit connaître et qui montre, c'est une parodie d'un tableau de Goya, Saturne mangeant ses enfants. Et en fait, il dessine Sharon nue comme les Saturnes dans cette peinture de Goya, en ayant un enfant palestinien qui n'a plus sa tête, parce que la tête, elle a déjà été avalée par Sharon, d'accord ? Donc, et ce dessin a été montré dans toute la presse israélienne et condamné comme un dessin antisémite, d'accord ? Après, en faisant aussi mon travail sur le dessin antisémite, j'ai trouvé que ce même tableau avait été utilisé 10 fois, notamment Angela Merkel mangeant la tête d'un Grec au moment où il était question de renflouer les caisses de la Grèce, Assad mangeant ses propres citoyens, Margaret Thatcher mangeant la tête de je ne sais plus qui, le chef de l'opposition.
et Erdogan et mangeant la tête aussi des gens contre lesquels est son régime, l'AKP. Donc finalement, quand c'est Sharon, c'est antisémite, et quand c'est les autres, alors c'est quoi exactement? Alors il y a le droit à la satire, et je pense que quand on est juif, il faut avoir le courage de ne pas voir de l'antisémitisme partout, et d'essayer de faire la part des choses entre ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas dans le dessin. Joël? Écoutez, madame, ça fait très longtemps que je travaille. Je ne suis pas forcément un grand amateur de ce que fait Plantu, mais c'est un excellent caricaturiste, disons. Ce qui est non, j'ai bien étudié, je connais la grammaire de la caricature. Ces caricatures ne sont pas antisémites, alors peut-être qu'il exagère et peut-être qu'il n'est pas forcément... Il n'aime peut-être pas l'État d'Israël, mais il ne déforme, il n'invente pas la réalité. Et donc je refuse que l'on puisse dire que Plantu, parce que si on en arrive là, eh bien tout le monde est antisémite et le débat n'avance pas et les études ne servent à rien. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Nous avons un petit buffet. Et n'oubliez pas qu'après la pause publicité, nous reprenons notre débat. Nous avons une deuxième partie qui ne sera pas moins intéressante que la première. Dans un quart d'heure. Merci Emmanuel. Merci à toi. Parfait, comme toujours. Merci. Parfait, merci beaucoup. Merci Joël.